ce sont deux univers visuels et artistiques différents qui se rencontrent à travers cet après-midi de dédicace. Deux univers qui permettent d'allier à la fois le passé et le présent dans cette rencontre. Et je suis ravie que le musée d'Unterlinden permette cette passerelle entre ces arts. On est sur un challenge, sur un coup de poker, il faut voir le public. Quand vous voyez le public qui est présent actuellement pour la conférence de Metapat et de Jules, on a la génération des ados à 15 ans, et on finit avec des personnes âgées qui sont autour de 70-80 ans, et ça fait plaisir. Parce qu'on touche vraiment un public, une palette de public énorme. Je savais également que Metapat, donc le scénariste, était je me permets l'expression, un fou furieux du retable d'Issenheim, et son rêve était de faire une dédicace ici. Donc, ayant proposé les deux, Madame Frédérique Gurig m'a dit moi je crois plus dans la séance de dédicace parce qu'on a un lien réel avec le musée. Donc je vous propose qu'on lance cette aventure. Et effectivement, en quelques rendez-vous, en 3 mois, elle a fait passer l'information aux sociétaires du musée qui ont accepté le challenge. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette plateforme qui est vraiment une première dans la mesure où aucune séance de dédicace bande dessinée n'a été faite dans ce musée, sachant que d'autres musées nationaux ont déjà fait la chose, donc notamment le musée du Louvre qui fait régulièrement appel à des dessinateurs. Qu'est-ce qu'une BD? C'est une succession d'images et de textes, donc qui se succèdent image après image, page par page, et l'ensemble forme un tout. Et c'est vrai qu'en ce sens, on peut le rapprocher d'un retable qui est une succession de panneaux qui racontent une histoire, celle d'un saint, celle de la vie du Christ, etc. Quand le Da Vinci Code est sorti, moi je l'ai eu un peu mauvaise, comme on dit dans le jargon, puisque moi j'étais encore en préparation de Dreamer, sachant qu'on avait déjà vendu aux éditions Paquet le scénario. Alors oui, il y a une similitude, la vraie grande similitude qu'il y a, ou la seule je dirais, c'est que moi je me suis inspiré un petit peu du phénomène de Rennes-le-Château, les experts reconnaîtront, et dans Da Vinci Code on retrouve des codes aussi de Rennes-le-Château. Alors évidemment on est tous un petit peu dans la même famille, parce que quand on touche aux questions un peu inexpliquées de la religion ou d'ésotérisme en tout court, les Templiers, toutes ces choses-là, on se retrouve un petit peu copains avec nos co-auteurs. Mais c'est la seule chose. Il y a une grande différence quand même entre Dreamer et le Da Vinci Code, c'est que le Da Vinci Code, ça se passe aujourd'hui, à notre époque, avec des choses qui sont validées, qui sont quasiment sûres. Moi, j'ai quand même un petit peu d'invention. On suit toujours d'abord l'histoire de la part de notre personnage principal qui s'appelle Taki. Alors, c'est un peu un mauvais garçon, qui est très certainement à mi-chemin entre Julien et moi. Il vend de la drogue, il n'a pas envie de travailler, il gagne pas mal d'argent, puis il n'est pas toujours très gentil. Et lui, en fait, il tombe dans cette histoire un petit peu sans le vouloir. Il vend de la drogue que vend le méchant propriétaire du Rétable, parce que c'est une extrapolation, c'est une anticipation en 2020-2030. Le propriétaire du Rétable, c'est devenu une grande société qui fait du pharmaceutique, comme on en a un petit peu dans la région. Et outre être processeur du Rétable, il produit de cette sale drogue. Et puis notre brave Taki, il est vendeur pour eux. Puis un coup, il se retrouve pris par son chef, et puis on lui montre des images à la caméra, et puis on voit son pote à lui, Tom, qui a disparu de la circulation. On le voit dans le musée de la STM, qui est un petit peu l'extrapolation donc du propriétaire du Rétable, et puis on le voit voler cette partie de Rétable. Alors le brave Taki, il comprend rien. Il est transbahuté de partout, on lui dit de retrouver ce Rétable, mais on ne veut pas trop que ça fasse de bruit. Il y a des meurtres partout en ville, et son pote a disparu. Alors il ne sait pas si son pote il est mort, et c'est là qu'arrive notre brave flic, qui est un peu typique du gros flic, qui s'appelle l'inspecteur Smiley. Et puis il est accompagné, effectivement, comme il y a le côté ésotérisme aussi, et fantastique, il est accompagné par une personne un peu plus spirituelle, qui est un envoyé du Vatican, qui est expert en théologie, et notamment sur le Rétable. Donc c'est lui qui va être un petit peu, qui va faire la balance en fait entre ce côté très cartésien et puis l'affaire sur laquelle en fait, sur l'enquête qu'il mène, qui est justement autour du Rétable. C'est quelqu'un qui va lui dire: écoute, t'es pas du tout sur la bonne piste, suis-moi, écoute-moi, moi j'ai passé ma vie à étudier le Rétable, il y a un codage dans ces meurtres, et puis il y a une femme qui se balade là au milieu de tout ça, elle tient des pièces sur le Rétable, elle est là au milieu, et on ne sait pas trop qui elle est. Lui, il arrivera très très bien à récupérer finalement la collaboration entre ésotérisme et cartésianisme, et puis ils vont réussir à remonter la file de cette brave fille qui est peut-être la coupable, mais on ne sait pas. On a différents autres personnages, dont un qui me tient à cœur, c'est un robot en fait, c'est un personnage futuriste à part entière qu'on a intégré là pour renforcer le côté futuriste du scénario, et puis pour donner une dimension vraiment un peu plus froide, puisque c'est un robot un peu tueur dans l'histoire, et pour accentuer le propos autour des meurtres, autour de l'enquête. Metapat étant
entre guillemets, celui qui raconte l'histoire, Jules est celui qui la montre. Et c'est Jules qui était le plus craintif. On est sur du réalisme, quoi. Mathias Grunewald, il a peint des choses comme à son époque, des personnages assez réalistes, même dans les tons, dans les couleurs, dans les situations. C'est vrai que moi je suis sur un style semi-réaliste, entre guillemets, donc je suis proche mais quand même pas. Donc comment est-ce que je vais dessiner par exemple un personnage tel que le Christ qu'on voit derrière moi, avec mon style, est-ce que ça va bien rendre, pas rendre? Je ne vais pas pouvoir rendre forcément les mêmes lumières ou les mêmes effets d'ombre, etc. Donc les techniques sont différentes en fait. Et c'est ça qui rend un petit peu la chose difficile, de se dire comment voilà, le rendre graphiquement sans dénaturer l'œuvre en fait. Le retable d'Isenheim, il a 500 ans en 2012. Il est passé, ne serait-ce que pendant l'histoire de la commanderie des Antonins d'Isenheim jusqu'à à peu près 1700, il est passé à travers pas mal d'étapes. Pourquoi il était commandé, on n'a pas trop compris. En fait, il y a eu une époque avant le rétable et après le rétable. Donc les Antonins d'Isenheim, avant le rétable, c'était très gentil, très sympa. Puis à partir du moment où il y a eu le rétable, c'est versé un peu plus dans le négoce d'art, dans la grande société, ce qui n'est pas vraiment la vocation d'un art. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, malheureusement, après le rétable, cet ordre des Antonins, il a disparu. Ça fait une deuxième grande étape. Le rétable était toujours là. Il est parti. Puis après, vous arrivez un peu dans les 1800. Il y a eu un incendie dans la commanderie des Antonins. Puis ça fait un peu Indiana Jones, quoi. Tout ça, il est toujours là. Il a survécu. Puis après, vous arrivez à la Première Guerre mondiale où les Allemands essayaient de le récupérer, puis ensuite les nazis, puis il est parti en Autriche. Enfin, il y a plein d'histoires vraiment historiques à la Indiana Jones, vraiment, parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, où il arrive à Colmar. Là, il a une bonne petite histoire. Je suis un peu circonspect ce qui va se passer dans les 100 prochaines années à notre état, parce qu'il est tranquille depuis après-guerre ici à Colmar. C'est pour ça que moi, j'ai fait un épisode suivant, un épisode un peu futur, où il y a à nouveau des crimes, où il y a à nouveau des choses un petit peu bizarres qui se passent autour du tableau. Pour le musée d'Unterlinden, c'est aussi l'occasion de réaliser une passerelle entre des publics différents et d'attirer au musée d'Unterlinden, à travers la bande dessinée et les interprétations qui ont été faites du retable, un public différent. Pas forcément jeune, puisque je crois que la bande dessinée est lue de 7 à 77 ans, comme on dit traditionnellement, mais voilà, c'est pour nous l'occasion de faire découvrir le retable à travers la bande dessinée.